Nous allons y aller. Bonjour à tous ou bonsoir à tous, comme vous voulez. Il fait jour encore, donc on va dire bonjour à tous. Ravi de vous avoir ici pour nous entendre parler. Pas moi, je ne serai pas partie prenante, je le dis tout de suite. Je ne poserai que les questions, comme à mon habitude, pour parler donc de ce thème, de l'élection présidentielle que nous venons de vivre, qui paraît déjà un peu loin, parce que les événements vont très vite. Peut-être moins pour vous que pour nous. Pour nous, elle paraît déjà loin, parce qu'on est déjà dans les élections législatives. Et le thème de ce débat, c'est audience de la politique, politique de l'audience. On va voir donc si la politique fait encore de l'audience à la télévision et quelles sont les conditions pour qu'il y ait de l'audience autour de la politique. Voilà, en gros. Mes invités sur ce plateau, alors je vais faire par ordre alphabétique, comme ça il n'y aura pas d'histoire. C'est Cléa Chakraverty, bonjour. Bonjour. Chef politique et société du site The Conversation France. Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV, bonjour. Bonjour. Et bonjour Laurent Guimier. Bonjour. Directeur de l'info de France Télévisions, c'est mon patron. Alors, pour planter le décor tout de suite, vous savez que je vais vous donner un chiffre. Le chiffre, c'est celui de l'audience du débat d'entre-deux tours de la présidentielle. 15 600 000 personnes ont suivi le débat d'entre-deux tours de la présidentielle. Comme ça peut paraître beaucoup. Or, depuis que ces débats existent, c'est le chiffre le moins élevé des débats de second tour de présidentielle. Il faut rapporter ça aux 48 millions d'électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales. Mais une fois que je vous ai dit ça, je vais vous dire aussi que jamais peut-être une campagne présidentielle ne s'est autant passée à la télévision cette année qu'au cours des 10 dernières années. On avait dit ce sera la campagne présidentielle des réseaux sociaux, la campagne présidentielle des médias alternatifs, etc. Or, ça s'est passé à la télévision. Pourquoi ? D'abord parce qu'on sortait du Covid et vous avez vu qu'il y a des candidats qui hésitaient à aller faire campagne au début. La campagne a eu du mal à démarrer, notamment à cause de ça. Il y a eu l'Ukraine aussi. Résultat, beaucoup de candidats se sont concentrés sur des déplacements et sur des grands meetings qui ont été retransmis in extenso, en particulier sur les chaînes d'information continue, à des créneaux qui étaient parfois négociés entre candidats même. Hein. Tu parles à 15h, je parlerai à 16h, et lui il parlera à 17h, comme ça on est sûr que tout le monde passe. Si bien que la présidentielle, c'est mon point de vue, après on verra si tout le monde est d'accord, la présidentielle s'est beaucoup jouée à la télévision en cette présidentielle 2022. Et ça, c'est peut-être un tournant, ou en tout cas un retour aux relations qui existent historiquement entre la télévision et la politique. Alors, première question que je vais poser à tout le monde, et le premier se lance, ou la première. À partir de ce constat, est-ce que vous êtes d'accord pour dire donc que cette présidentielle 2022, où la campagne a été plus courte, moins de meetings, à part les gros retransmis en direct, s'est passée à la télévision, et est-ce que c'est le retour de la télévision au cœur du débat politique ? Bon, moi, je vais me lancer. Allez. Moi, je répondrai en deux temps. Je pense qu'effectivement, on a vu beaucoup de politique à la télévision parce que tout simplement, l'espace s'est rétréci, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique, malheureusement, en tout cas pas, moins médiatisée ailleurs. On peut le regretter. Dans un deuxième temps, pour répondre à ta question, je ne suis pas sûre que ce soit un retour de la politique à la télévision. Mais on pourra en parler. Vas-y, justement. Pourquoi tu dis ça ? C'est-à-dire quoi ? Je pense qu'en fait, il faut aussi comprendre ce qu'on évoque quand on parle d'audience à la télévision. Est-ce qu'on évoque finalement une sorte de quelque chose que peut-être beaucoup de Français ont vu comme une formalité, c'est-à-dire des passages de gens, effectivement, d'élus, de candidats qui vont se présenter des programmes qu'ils ont déjà déroulés pendant des mois, pour certains, pour d'autres plus récemment. Ou est-ce qu'on vraiment parle de débat politique à la télévision ? Et sur ce deuxième point, je ne suis pas vraiment sûre qu'on ait vraiment évoqué des débats de fond, des débats que les Français attendaient. Et ça peut poser question un petit peu de l'usage de la télévision dans ces périodes politiques et la façon dont on parle de politique, dont on fait de la politique à la télévision. Tu veux dire donc que les candidats se seraient plutôt servis de la télévision pour faire leur communication plutôt que... Disons qu'en tant que spectatrice par intermittence et observatrice de la politique à la télévision, et je ne suis pas du tout en train de remettre en cause le travail des confrères, évidemment, des chaînes ici présentes, on a quand même l'impression qu'il y a de moins en moins de contradictions. Il suffit de regarder quand même certains des débats, je pense notamment aux débats de deuxième tour, mais peut-être on y reviendra, on a vraiment le sentiment que les journalistes sont là pour, on en a beaucoup parlé dans les médias,
tenir la montre, hein, jouer les maîtres du temps. Donc c'est quand même un petit peu, ça pose comme la question de la place du journaliste. Et puis par ailleurs, on parlait tout à l'heure de débat de fond. Il y a quelque chose qui moi m'a un peu interpellée. Donc, je suis pas très âgée, je suis pas non plus très jeune. Je me rappelle de débats télévisés qui avaient quand même une certaine importance, une certaine fonctionnalité, une fonction presque célébrée, révérée, sacralisée. Et aujourd'hui, je ne retrouve pas ça. C'est-à-dire que la chose politique est désacralisée. Je ne parle pas de la fonction de l'élu ou du candidat. Mais à cause de la télévision, à cause... Je me pose la question, quand on voit le tournant qu'ont compris certaines émissions de télévision qui se disent faire de la politique ou parler de politique, et qu'on est dans du débat de spectacle, quand on est dans une culture plutôt de... Voilà, qu'on cherche un peu le clash. Ça... Vous parlez de Cyril Hanouna. Pas que. Voilà. Je parle d'une tendance qu'on a pu, par exemple, qu'on a pu observer sur le temps long. C'est pas juste de pointer une ou deux émissions, c'est un phénomène assez général qui fait qu'on, voilà. Alors, c'est une bonne suite d'introduction un peu critique. Philippe, puisque tu as pris la parole, est-ce que la présidentielle s'est jouée à la télévision cette année? Et est-ce que c'est un retour à quelque chose qu'on avait oublié ou qu'on pensait disparu parce qu'il y a les réseaux sociaux, par exemple? Est-ce qu'elle s'est davantage jouée à la télévision qu'en 2017, par exemple? En 2017, il y a eu 2 débats entre les candidats avant le premier tour. Un débat organisé sur TF1 avec, je crois, 5 candidats, qui étaient les 5 candidats potentiellement au second tour, plus un débat qui avait été organisé par BFM TV et CNews avec les 11 candidats. Cette année, TF1, BFM et France Télévisions ont essayé, mais vraiment on a essayé, et je pense que vous avez fait pareil, on a vraiment essayé d'organiser un débat avec tous les candidats, et on a essayé ça pendant des mois, et on a échoué. On a tous échoué. TF1, c'est la chaîne qui s'est le plus rapprochée de quelque chose qui ressemblait à un débat avec tous les candidats, a fait un débat avec 8 candidats sur 12. Et d'ailleurs, on peut se demander, qui n'était pas un débat, qui était une succession d'interviews. Et on peut d'ailleurs se demander pourquoi 8 candidats et pas 5 ou pas 12. Bonne question. Voilà. Puisqu'en 2017, ils avaient fait 5 candidats en disant ce sont ceux qui peuvent être élus. Là, pourquoi y avait-il Anne Hidalgo et pas Nicolas Dupont-Aignan? Pourquoi y avait-il Fabien Roussel et pas Jean Lassalle, par exemple? Surtout quand on voit les résultats après. Oui, nous on a essayé de faire un débat à 12, mais vraiment on a essayé pendant des mois. Des mois. Et ce qui s'est passé, c'est pas un secret, puisque c'est comme ça que c'est passé. Enfin, et France Télévisions, elle a essayé aussi. C'est que Emmanuel Macron a finalement choisi de ne pas venir à notre débat. Et donc, comme il ne venait pas, Marine Le Pen a dit s'il ne vient pas, je ne viens pas. Mais donc, nous, on a, au bout du compte, dit s'il n'y a pas Marine Le Pen et Emmanuel Macron, on ne fait pas le débat. Bon. C'est tout ça pour dire qu'en 2017, ces 2 débats avaient eu énormément d'audience et énormément d'impact sur les sondages, notamment dans la progression spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon, qui est vraiment liée à ces débats-là. Ici, cette année, il n'y a pas eu ces grands événements télévisuels. Et pourtant, il y a eu des choses intéressantes dans la campagne qui sont passées certes à la télévision, mais aussi à la radio. Il ne faut jamais minimiser le rôle qu'a la radio en France, notamment la radio d'information. C'est l'ancien d'RTL qui parle. Oui, voilà. Et je parle devant un ancien d'Europe 1. Les matinales d'information sur des radios publiques ou privées, avec autant d'informations, autant d'interviews politiques, c'est vraiment une spécificité française en Europe. Et cette année, par exemple, on peut noter que le favori, le président sortant finalement réélu, a choisi, avant le premier tour, d'aller davantage sur des radios. Il a été sur Inter, il a été sur RTL, et dans l'entre-deux tours, il est allé sur France Info Télé et Radio, alors que, par exemple, avant le premier tour, il n'avait été ni sur France 2, enfin, il avait été chez vous sur France 3, mais il n'avait été ni sur France 2, ni sur BFM. Et ce choix-là, non mais je dis ça parce qu'au fond, la question de télévision, pas télévision, je ne dirais pas que ce n'est pas une bonne question, mais au fond, ce n'est pas ça seulement la question. Les radios, qui sont un média aussi qui peut sembler daté pour certains, restent un média extrêmement puissant, notamment sur la politique, notamment dans une campagne. Laurent. Alors, je voudrais revenir à votre question et à votre remarque sur est-ce que ça s'est joué ou pas à la télévision. Il y a d'abord une chose, moi, que j'ai observé en tant que donc patron de médias, patron de groupe, dans la relation qu'on a eue tout au long de la campagne avec les candidats, futurs candidats ou ex-candidats, puisque certains se sont déclarés, ils ne sont pas venus. Et c'est vrai qu'au début de la campagne, il y avait ce petit air on va dire ce petit air du temps qui était bon. L'effet brut. On sera sur brut. Ouais. Franchement, vous êtes ringard, vous êtes dépassé. L'effet brut, oui. La campagne, ça va se passer. Non, mais en plus, brut, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Parce que moi, j'avais pas compris du premier coup. Voilà. Okay. La télé, c'est mort. Les émissions politiques, en particulier, c'est mort. Les émissions politiques sur les grandes chaînes historiques, c'est encore plus mort que mort. Et donc, vous fatiguez pas, on viendra pas où franchement, c'est pas là que ça va se jouer. Et puis finalement,
parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui regarde la télévision, et il faut quand même juste se le dire. Alors certes, il y a moins de monde qui regarde la télévision, mais enfin, il y a quand même, si l'on prend les 20 heures de TF1 et de France 2, entre 5 et 6 millions de téléspectateurs qui regardent. Nous, c'est le choix qu'on a fait, hein. D'ailleurs, en début de campagne, on a imaginé une émission qui s'appelait 20h22, qui, comme son nom l'indique, commençait à 20h22, et qui fait que les candidats, même s'ils disaient « Oh non, c'est mort la télé », parler devant 4 millions de téléspectateurs, quand on est aspirant dans une primaire ou qu'on a l'espoir d'être président de la République, ça se regarde. Tout ça pour dire que finalement, à la fin de cette campagne, ils sont tous venus. Alors effectivement, ils ont refusé de débattre. Je dirais, pour être totalement honnête, que des 3 groupes que tu as évoqués, Philippe, nous sommes peut-être ceux qui n'ont pas le moins cherché à organiser ce débat, mais dès lors que nous étions dans une logique d'une émission hebdomadaire qui s'appelait Élysée 2022, on avait fait le choix, quoi qu'il arrive, de recevoir les 12 candidats tout au long de cette campagne, sous un format équivalent. Je ne veux pas vous refaire le détail de cette émission. Et vous auriez aimé avoir Emmanuel Macron? Bien sûr, et il a décidé de ne pas venir. Mais nous avons reçu les 11 autres dans cette émission. Donc, j'allais dire, l'aspect rituel a quand même fini par s'imposer, et le passage par la télévision, on parle d'Emmanuel Macron, il est au total venu 7 fois à France Télévisions, sur 7 antennes différentes. Il a commencé par Dimanche en politique, pour parler, pour s'adresser aux Français. Puis après, alors là je le dis, attention à l'effet trompe-l'œil. Oui, le débat d'entre-deux tours est le débat qui a été le moins regardé de toute l'histoire de la télévision. Mais enfin, il faut regarder aussi ce qu'est la consommation de la télévision par rapport à l'ensemble des médias. Il y a, de quinquennat en quinquennat, moins de téléspectateurs devant la télévision. Et donc, le ratio nombre de gens qui ont regardé le débat par rapport au nombre de gens qui regardent la télévision n'est pas aussi défavorable à la politique que cela. D'ailleurs, en part d'audience, c'était 50%, 55%. Oui, alors la part d'audience est un peu plus faible, ouais. mais en valeur absolue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en valeur absolue, on n'est pas non plus on n'est pas dans un effondrement de la politique à la télévision. Le média télévision est moins regardé de quinquennat en quinquennat, mais si j'ajoute au nombre de téléspectateurs qui ont regardé ce débat sur TF1, France 2, les 4 chaînes info, ce qui s'est passé sur le replay dans les jours qui suivent. Et il y a beaucoup plus de réflexes replay à la télévision qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, et évidemment qu'il y a 15 ans. Et aussi les modes de consommation alternative de ce débat. Ça peut paraître gadget, ça ne l'est pas, parce que des centaines de milliers de personnes, plutôt plus jeunes que les gens qui regardent la télé, ont suivi ce débat sur Twitch, en direct et en replay. Je suis absolument persuadé que davantage de gens ont regardé ce débat qu'il y a 5 ans. Donc, il faut faire attention. À la télé. Oui, non, mais d'accord. Mais moi, voilà, je fais de la télé, je fais du numérique, je fais du Twitch, je fais de l'ensemble. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est que l'impact de la politique dans tout ce que nous faisons soit plus important que jamais. Et j'ai l'impression, contrairement encore une fois, à cette idée que la télé c'est foutu, et que la politique n'intéresse plus les gens parce que ça fait moins d'audience, est quelque chose qui est complètement faux. Oui, je dis que je n'étais pas partie prenante, mais pour Élysée 2022, par exemple, quand il y a 1,5 million, 2 millions par soir... Il y a en moyenne 2 millions de gens qui ont regardé cette émission. Beaucoup. Sur les 10 primes que nous avons fait. C'est beaucoup. C'est pas totalement anodin. En instantané, quoi, immédiatement. Cléa ? Pardon, je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que je trouvais ça intéressant quand vous parliez de rituels, justement. Ça me fait penser à un chercheur que nous avons publié sur Conversation France qui s'appelle Laurent Godmer et qui étudie les rituels de campagne électorale. Et il y a quelque chose qui m'interpelle, en fait, c'est qu'on a quand même le sentiment que la télévision, depuis plusieurs années maintenant, justement, se cale sur les rituels des politiques ou à des moments très précis, notamment donc campagne électorale, des meetings. Là, on est en plein de tractations pour les législatives, donc ils sont suivis de près. Mais la politique, elle ne se fait pas juste à ces moments-là, on est bien d'accord. Elle se fait bien sûr aussi en amont. Et c'est pour ça que je parlais aussi de débat. Alors, je sais qu'il y a des émissions qui sont consacrées régulièrement. Et finalement, ça... Chez nous, il y en a... Il n'y a pas que pendant les campagnes électorales qu'il y a de la politique. Et BFM non plus. Et BFM non plus, c'est non-stop. Hein. Bien sûr, mais sur des émissions vraiment de fond et de débat dont on parlait tout à l'heure, il me semble qu'on est quand même sur des moments qui sont finalement choisis par le politique. C'est une remarque autant qu'une question, en fait. Philippe ? Oui, c'est vrai qu'on se cale sur un calendrier politique, mais le calendrier politique, ce n'est pas un calendrier seulement de communication politique, c'est un calendrier institutionnel. Il se trouve qu'on est dans un système qui s'appelle la Ve République, qui place beaucoup d'enjeux, et peut-être trop d'enjeux, sur une élection tous les 5 ans.
et qu'il y a donc tous les 5 ans une sorte de, vous appelez ça un rituel, mais effectivement une sorte de rendez-vous intense. Et c'est vrai que dans d'autres pays, je pense notamment aux Allemands qui ont eu l'année dernière une élection législative qui était importante puisque c'était la première sans Angela Merkel depuis 2005. Il y a eu des débats, d'ailleurs, on peut y revenir. Il y a une campagne qui d'un point de vue français, aura été terne et peut-être excessivement sérieuse et qui en même temps a permis de trancher des débats ou Non, mais n'hésite pas à expliquer si tu peux, parce que c'est intéressant toujours de comparer. Mais c'est lié peut-être aux pratiques journalistiques des télévisions allemandes ou des médias allemands par rapport aux médias français, mais c'est aussi lié beaucoup aux institutions. Et qu'une élection qui doit déboucher sur une forme de coalition n'a pas le même enjeu dramatique, et je déteste utiliser ce mot-là parce que c'est pas seulement du spectacle, mais n'a pas le même enjeu dramatique qu'une élection où à 20h un soir, la France découvre son nouveau président. C'est aussi lié à ça. Et donc, si on se cale sur un calendrier politique, c'est d'abord un calendrier institutionnel. Mais sur les débats, Laurent Guimier a raison, c'est pas une si mauvaise audience que ça. Hein. Franchement, ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être bien pire, et en 2027, ça sera peut-être bien pire. La remarque que nous, on a pu faire en amont du débat et après le débat sur BFM, c'est que, enfin moi j'ai passé 5 ans et demi comme correspondant aux États-Unis. Depuis 1900, les États-Unis ont inventé le débat présidentiel en 1960, Nixon, Kennedy. Depuis 1976, il y a 3 débats à chaque élection présidentielle aux États-Unis, sauf en 2020 où il n'y en a eu que 2 puisque Trump a eu le Covid. Ces débats ne sont pas organisés par les chaînes. C'est une commission transpartisane, bipartisane, qui organise bien en amont de la campagne. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les représentants des équipes de campagne, mais des partis qui organisent des débats. Ils ne choisissent pas des chaînes, ils choisissent des journalistes, donc 3 journalistes, souvent de télévision, mais pas seulement, ça peut être des journalistes de presse écrite. Et ce sont les journalistes qui mènent et organisent le débat, sans avoir l'aval forcément ou l'imprimature de leur chaîne. La dernière fois, par exemple, il y avait une reporter, c'était une reporter de NBC qui avait mené le 3e débat, pas une star de la chaîne, une reporter de NBC, et la direction de NBC ne savait pas exactement comment elle allait mener le débat. Et c'est elle qui choisit le contenu. Et autre différence, et là c'est ce que vous disiez sur l'horloge, le côté horloge parlante, du rôle qui est dévolu aux animateurs, aux modérateurs du débat, parce que c'est plutôt un rôle de modération qu'un rôle de questionnement, c'est qu'aux États-Unis, c'est d'abord, on interroge un candidat et l'autre peut rebondir. Mais il y a, M. Biden, vous avez dit ça en 1978, vous aviez dit ceci sur l'avortement, aujourd'hui vous dites cela, quelle est votre position, pourquoi vous avez changé d'avis? C'est pas le côté, on lance une balle au milieu de la table et je joue avec la balle. Et donc c'est aussi ça, c'est une forme de renoncement au journalisme. Et la question c'est ça, c'est une forme de renoncement au journalisme. Et au fond, pour bien comprendre, les règles du débat en France, et c'est ça que nous regrettons, ces règles du débat en France sont à peu près les mêmes depuis 1974, depuis le premier débat organisé par l'ORTF. Et c'est dommage, et nous trouvons dommage, que les règles n'ont finalement peu évolué depuis 1974. Oui, alors d'accord, dont acte. Là, on parle du débat d'entre-deux tours. Absolument, après, je parle du débat d'entre-deux tours. Après, vous êtes bien placé, puisque vous avez entamé cette campagne en organisant un duel, un débat. Voilà, il y a eu beaucoup de débats dans cette campagne. Je parlais du débat d'entre-deux tours, là. Oui, voilà, mais je veux dire, si on veut relativiser l'ensemble et si on veut projeter un regard sur une campagne, il y a certes ce débat d'entre-deux tours qui a une portée symbolique extrêmement forte en France, dans son organisation. Pour comprendre, on voulait en organiser un deuxième, nous. Oui, on a bien compris. Vous n'avez pas réussi parce que les candidats ne l'ont pas souhaité, tout simplement. Parce que Marine Le Pen n'a pas souhaité. Ouais. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de débats dans cette campagne, et des débats où les journalistes n'ont renoncé à rien et ont plutôt... Je parlais du débat d'entre-deux tours sur cette question. Il y a eu des confrontations directes entre des journalistes et des politiques, je pense, comme assez rarement dans une campagne. Nous, modestement, on a essayé de le faire. Quand Maryse Burgot, grand reporter, descendant quasiment de l'avion de Kiev, a posé des questions qui fâchent à Jean-Luc Mélenchon, on a été très content de le faire. Et on s'est dit que journalistiquement, ça apportait quelque chose. C'est une questionnement journalistique. Oui, d'accord. Mais il ne faut pas non plus, et là, c'est le regard que nous portons sur ce qu'est la modération d'un débat. Moi, j'ai plutôt tendance à penser, mais c'est les goûts et les couleurs, c'est une vision mi-artistique, mi-journalistique, que la personne qui modère un débat est d'abord là pour faire en sorte que la conversation existe entre les protagonistes, à tel point que dans certains pays, en Autriche, ça s'est passé, un débat a été organisé entre deux leaders politiques sans aucune intervention d'un journaliste. C'est-à-dire qu'on les a laissés débattre, discuter entre eux. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'innover, c'est aussi parfois aussi renoncer aux canons les plus traditionnels, fussent-ils d'origine américaine. Et c'est là que j'interviens pour animer le débat et passer la parole à Cléa.
Pardon, merci Francis. En fait, je répondis par rapport à ce que vous dites, parce qu'on parle de débat, mais peut-être qu'on ne parle pas toujours de la même chose. Quand on parle de débat, effectivement, il y a le débat, le rituel, très symbolique, très fort, et vous l'avez bien rappelé, qui est le même depuis 1974, enfin, le même format à peu près. Peut-être que ça pose la question de pouvoir en changer, ou en sortir, en tout cas. Par exemple. Ça serait pas mal. Pourquoi pas. L'autre question, c'est, vous le disiez tout à l'heure, une interpellation d'un politique. Effectivement, pour moi, c'est pas un débat. Et en tant que, encore une fois, observatrice et travaillant avec des chercheurs qui sont vraiment dans de l'éclairage, du décryptage des phénomènes de société, d'actualité, entre autres, il me semble quand même qu'il y a des choses qui sont quand même complètement passées, enfin pas une impasse, mais quasiment. On a bien vu aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas représentées ni en politique ni dans les médias, qui ont demandé à aborder certains sujets. Par exemple, au climat, au réchauffement climatique, enfin, voilà, la catastrophe climatique qui nous pend tous et toutes au nez. Je pense aussi au féminicide, aux questions des violences sexuelles, qui étaient censés être grand projet du quinquennat Macron. Il y a eu très peu de moments où des journalistes ont vraiment creusé le sujet avec des élus, mais aussi ça peut être avec d'autres personnes. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur Twitch, parce que c'est vraiment intéressant, il se trouve que l'affaire du siècle a été organisée, enfin le débat autour de l'affaire du siècle a été organisé sur Twitch et pas sur une télévision publique. Moi, en tant que spectatrice, télévision publique, ça me, ou privée d'ailleurs, enfin peu importe, ça pose quand même question. Je me dis, en fait, c'est un peu dommage. Donc, ou bien c'est simplement parce qu'on n'est pas sur les mêmes audiences. Ça, c'est une autre question. Je vous aussi. expliquerai pourquoi après, mais ça serait trop long. Mais non, mais oh, d'accord. On n'a pas parlé d'audience. Non, mais voilà. Je parle naïvement, hein, vraiment. Oui, voilà. Enfin, ça n'a jamais été à l'ordre du jour de part et d'autre. Mais bon, ça. Bon, on alors parlera. justement. Non, mais je reviens là-dessus quand même. Enfin, je comprends. Il ne faut pas non plus généraliser. Et il ne faut pas inversement dire on est meilleur que les autres, etc. Enfin, les questions de féminicide, les questions de climat, j'ai l'impression que nous avons pu les aborder, nous avons réussi à les aborder dans nos émissions politiques. Alors sans doute pas aussi conformément que certaines ou certains l'auraient souhaité. Enfin, quand Éric Zemmour était en plateau, moi, il se trouve que j'étais dans cette émission, je l'ai interrogé sur les accusations de harcèlement sexuel dont il faisait l'objet. Oui, je veux dire, on l'a fait. On l'a fait. Sur des faits qui le concernent lui. Mais oui. Ce que je veux dire, c'est peut-être simplement d'aller un peu plus loin sur les sujets. Je ne suis pas en train de critiquer ce que vous avez fait. Non, mais vous avez le droit. En plus, vous avez totalement le droit de le faire. J'observe juste qu'en tant que membre de la société, comme tout le monde, et citoyenne pouvant voter, il y a quand même des enjeux qui pourraient être intéressants et qui nécessitent peut-être de la pédagogie. Je vais juste revenir sur le débat aussi d'entre-deux tours là-dessus. Quand Emmanuel Macron, on va dire, fait une leçon d'apprentissage d'économie, voire d'économétrie à Marine Le Pen, moi je pense qu'il y a d'autres personnes qui regardaient ce débat et qui ne savaient pas vraiment de quoi on parlait. Tout simplement, en fait. C'est compliqué parfois. C'est parfois très compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut décrypter. Voilà. Alors justement, parce qu'on parle d'audience, on y est. Est-ce que, on l'a un peu évoqué, mais on peut y revenir en détail, Philippe. Notamment sur les chaînes d'infos, c'est important, parce que vous, quand vous retransmettez des meetings ou quand vous faites des débats, ça peut être beaucoup plus long que sur les chaînes généralistes éventuellement. Pas forcément, mais ça peut l'être. Et pourquoi vous faites ça? Est-ce que ça veut dire que la politique fait encore de l'audience? Oui, la politique fait de l'audience. Oui, oui, mais comment dire, mais en même temps, les choix de diffusion de débats ne se font pas uniquement sur des critères d'audience, puisque pour faire simple, et je ne parle pas là des dernières semaines où il y a des règles de temps de parole qui sont assez précises, mais dans les choix que nous avons fait, nous, par exemple, diffusé moins de meetings, je parle dans la pré-campagne de septembre à janvier, beaucoup moins de meetings que LCI, et l'une des raisons était une raison d'équilibre, puisque par exemple, pour faire simple, on s'est dit si on diffuse un meeting d'un tel, il va falloir qu'on diffuse un meeting d'un autre. Dans le même temps. Si c'est 1h30, c'est 1h30. Oui, même si on n'est pas soumis à des contraintes exactement horaires et d'équilibre de temps de parole à ce moment-là, mais il y a une histoire d'équilibre. On ne va pas diffuser, pour faire simple, entre septembre et janvier, Jean-Luc Mélenchon fait un gros meeting par mois. On diffuse le premier. On lui dit le deuxième, non, on ne va pas le diffuser, parce que si on ne va pas le diffuser tous les mois, pourquoi est-ce qu'on diffuserait tous les mois un grand meeting un dimanche après-midi de Jean-Luc Mélenchon et on ne ferait pas autant pour Anne Hidalgo? Pour revenir à ma question, est-ce que la politique fait de l'audience à la télévision? Avec des chiffres, ça peut être intéressant. Oui, mais... Un meeting, c'est regardé par combien de personnes par exemple, pour vous dire, je me souviens d'avoir appelé Sarah Knafo, qui était la collaboratrice d'Éric Zemmour sur cette campagne, le lendemain du Trocadéro, qui était une réussite du point de vue de leur campagne en termes de mobilisation. Probablement le deuxième ou l'un ou des deux plus grands rassemblements de la campagne avec celui de Jean-Luc Mélenchon la semaine précédente, place de la République. Quand je lui ai dit...
peut-être de façon un peu crue, que ça avait moyennement marché en audience. En tout cas, chez nous, à 1000 téléspectateurs près, la même chose que Jean-Luc Mélenchon la semaine précédente, c'est-à-dire environ 300 000. C'est bien, mais 300 000 un dimanche après-midi, c'est à peine plus que ce qu'on fait habituellement. Donc c'est un peu plus, mais c'est pas ça. Alors qui comment casse ça la s'explique? baraque. Ça veut dire que la politique fait moins d'audience? Comment ça s'explique? Non, mais enfin, la question, c'est pas politique, pas politique. Pour nous, la question, c'est événement, pas événement. Le meeting de Villepinte, par exemple, de Éric Zemmour en décembre, a fait, et été diffusé sur les 4 chaînes d'information, a fait, je pense, sur les 4 chaînes d'information, une audience exceptionnelle à ce moment-là. Je pense que si on fait le cumulé des 4 chaînes d'information cet après-midi-là, début décembre, ça doit être le meeting le plus regardé de l'histoire de la télévision française. Ah oui, à ce point? Oui, c'était, je ne sais pas combien, il a dû faire au moins 2,5 millions au total en cumulé des Ah ben non, mais c'est bien, je ne connaissais pas les chiffres. Je pense que c'est énorme. C'est énorme. Je n'ai pas le souvenir d'un autre meeting, puisque les chaînes d'information ont commencé à diffuser des meetings en 2007. Je ne crois pas qu'il y ait un seul meeting depuis 2007 qui ait fait autant d'audience. Je ne crois pas. Mais je ne suis pas à BFM depuis 2007. Donc, mais en tout cas, il y avait une audience exceptionnelle. Mais on a vu aussi que cette audience s'est émoussée. Mais quand on fait le Trocadéro, on ne le fait pas parce qu'on va se dire que ça va faire une audience extraordinaire. On se le fait parce que c'est un événement de la campagne. Et d'ailleurs, ça fait à 1000 téléspectateurs près la même audience que Jean-Luc Mélenchon la semaine précédente. Est-ce que, je pose la même question côté français, est-ce que ça fait de l'audience, la politique à la télé? Ou est-ce que, non, maintenant c'est de moins en moins, il y a de moins en moins de gens qui regardent. Qu'est-ce qui a changé, quoi, du point de vue de l'audience? Encore une fois, je le disais tout à l'heure, tendanciellement, il y a moins de gens qui regardent la télévision de quinquennat en quinquennat, mais la politique, encore une fois, à la télévision, continue à séduire beaucoup de monde. Nous, ce qu'on a beaucoup regardé, c'est la différence entre les candidats, puisqu'on a reçu successivement les candidats. Quel que soit le résultat final des candidats, ils ont fait peu ou prou le même score quand on les a invités aux 20h, à 20h22. Et ça, je pense que c'est démocratiquement intéressant de le constater. Il ne s'agit pas de s'en réjouir, mais de se dire que finalement, lorsqu'on fait et qu'on propose à un politique de venir sur 20 minutes au cœur du 20h, il y a à peu près le même nombre de gens qui regardent Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Je pense que c'est démocratiquement intéressant, parce que là, on est dans un rôle de banc d'essai, d'être en capacité à faire en sorte que les gens se fassent leur opinion à émission égale. Ce qu'on regardait beaucoup, c'était intéressant. C'était, je le dis, Michel Dumorel, patron de la rédac, est là le lendemain matin lorsque on regardait l'audience de cette émission 20h22. On regardait la déperdition entre les téléspectateurs du 20h. Alors j'explique pour le public. C'est-à-dire que tous les matins à 9h, toutes les chaînes de télévision ont les courbes d'audience minute par minute comme un électroencéphalogramme. Donc on se voit quand les gens arrivent, partent, etc. Évidemment, lorsqu'on a installé cette émission, on nous a dit « mais ça va être terrible ». Parce que la politique emmerde tout le monde et vous allez massacrer complètement l'audience du 20h et à 20h22, tout le monde va partir. Donc on s'est dit, on va regarder. Et là aussi, je n'en tire pas une leçon éternelle, mais j'en fais quand même un point de comparaison entre ce qui s'est passé en 2017 et 2022. On a gardé à peu près 80% des téléspectateurs du 20h lorsque l'émission 20h22 a commencé. C'est plus important qu'en 2017. Donc je ne dis pas que la politique intéresse davantage les gens qu'en 2017, mais en tout cas, sur une émission équivalente, en 2022, elle n'a pas davantage désintéressé les téléspectateurs de France 2 du 20h en 2022 qu'en 2017, bien au contraire. Et encore une fois, que la campagne était ennuyeuse, patati patata. Et là où c'est intéressant, cette déperdition, là aussi, n'avait strictement rien à voir au fond avec la popularité du moment de l'invité. Xavier Bertrand, Éric Zemmour, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, qui d'ailleurs a battu le record d'audience de cette émission, ou Marine Le Pen, ont généré à peu près le même taux d'écoute et de désécoute, si je puis dire, de l'émission. Et ça n'influe pas sur les résultats électoraux, puisque... Bien sûr que non. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que je pense que nous ne faisons pas l'élection. Ce n'est pas la télévision qui fait l'élection, ce n'est pas les médias qui font l'élection. Mais être là pour, encore une fois, contribuer à éclairer le téléspectateur sur les programmes et ce qu'a dans les triples ou la candidate, je pense que c'est intéressant. Et je pense qu'on ne fait pas l'élection, on peut se le dire. Si on avait fait l'élection, par rapport à tout ce qui s'est passé en ce début de campagne, les résultats auraient été sans doute autres. Philippe, pour rebondir là-dessus, les chaînes d'information, et BFM et les autres, font une audience
globalement assez faible en début de soirée, quand les Français qui aiment l'information vont se brancher sur les 20h et parfois restent regarder l'émission de la 1 ou de la 2 ou de la 3. Donc c'est des moments où on fait une part d'audience ridicule, entre guillemets, par rapport à ce qu'on fait le matin. Par exemple, le matin, on est, nous, deuxième derrière France 2, derrière Télématin, puis souvent premier ou deuxième chaîne de France sous la matinée, et on est beaucoup plus faible en part d'audience le soir. Mais quand on a organisé, par exemple, et vous y faisiez allusion tout à l'heure, un débat fin septembre entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. On a fait ce soir-là, et c'était la première fois de l'histoire de BFM, je crois, en 17 ans, enfin 16 ans de BFM, on était première chaîne de France ce soir-là. J'ai pas envie de dire. Je non, crois, plus de 4. Je sais oui, plus. oui, c'est beaucoup plus de 3 millions. Enfin, c'était énorme. On était devant TF1, on était devant la série policière ou le film de TF1. En tout cas, c'était totalement atypique. On ne fait jamais on ne fait ce type d'audience un soir. Et jamais les chaînes info ne font ce type d'audience ce soir. Vous étiez devant France 2 qui avait aussi une émission politique ce soir-là. Vous Oui. nous aviez parasité, mais ça c'est une autre Parce que histoire. j'aurais une On question ne nous juste a pour pas parasité, on a rebondir. proposé un débat aux téléspectateurs qui ont choisi. Ouais, C'est bien de foutre le bazar. Pardon, Claire. j'ai juste c'est plus une question en fait. Si vous disiez tout à l'heure les audiences, les téléspectateurs ont baissé, on parlait d'audience, mais en fait de quoi on parle quand on parle d'audience et comment est-ce que vous analysez un peu la sociologie de vos téléspectateurs par exemple? Est-ce que ce sont les mêmes qu'en 2017 ou les mêmes encore qu'en 2007 sur notamment les débats politiques ou les émissions politiques? Est-ce qu'ils se sont rajeunis? Est-ce qu'ils se sont plutôt vieillis? Voilà. Ah non, je pense qu'ils ont vieilli comme les téléspectateurs de la télévision au global. Et que nous, la stratégie que nous déployons à France Télévisions, c'est une stratégie d'impact global de ce que nous faisons sur la population et sur les citoyens. Chaque semaine, dans cette campagne, plutôt en fin de campagne, on va dire comme ça, on a 20 millions de citoyens qui ont regardé les contenus, les émissions politiques. Dimanche en politique, les 4V, Élysée 2022. Voilà, c'était ça l'impact que nous souhaitions avoir à la télévision. Mais le gros du boulot aussi qu'on a fait, c'est un boulot numérique, par exemple. On est allé, et c'est pas marginal, c'est pas du gadget. Quand on a une stratégie très claire sur Twitch, sur notre site franceinfo.fr, qu'on produit énormément, c'est pour faire œuvre aussi de démocratie et d'aller chercher un public. Et non pas de penser que les jeunes sont sur Internet et les vieux regardent la télévision. C'est d'avoir une démarche globale d'impact sur la société. Oui. Nous, par exemple, une des différences qu'on a en termes d'audience et de sociologie de l'audience par rapport aux autres chaînes d'info, c'est qu'on a une audience en moyenne plus jeune. Et on a fait l'effort, notamment sur les émissions politiques, d'essayer d'aller chercher, d'aller intéresser les jeunes. Et quand je dis les jeunes, je ne parle pas des ados. Je parle, enfin, non, ils ne je suis votent pas, obligé de de dire toute ça façon. comme ça, mais la télévision est regardée en grande partie par des personnes âgées, et la politique encore plus à la télévision par des personnes particulièrement âgées. Donc nous essayons, et quand on cherche des jeunes, c'est-à-dire des actifs, pour faire simple. Et on a été content que pour un certain nombre d'émissions, on n'était pas premier chez les jeunes, mais on a essayé de faire en sorte, et on a été heureux de voir sur un certain nombre d'émissions événementielles qu'on avait une proportion de jeunes qui était importante, plus que pour d'autres émissions politiques. Et par exemple, moi j'ai 42 ans, et je suis retrouvé dans plusieurs émissions événementielles de BFM TV à être le plus vieux sur le plateau parmi les journalistes de BFM TV. Donc il y avait aussi l'idée, la volonté de renouveler les journalistes ou les manières d'aborder la politique sur ces émissions événementielles. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que pour faire de l'audience politique à la télévision, il faut faire du spectacle, le buzz, mettre le bazar, faire du Zemmour-Mélenchon? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je conteste le fait que ce soit du buzz. Mais... Vas-y, continue. Je pense que cette émission a été la première émission marquante de l'année présidentielle. Et je pense que ce soir-là, a posteriori, je fais une analyse politique, là, pas une analyse médiatique. Ce soir-là, Jean-Luc Mélenchon a planté des graines qui ont semé des mois plus tard. Ce soir-là, Jean-Luc Mélenchon s'est levé face à Éric Zemmour, qui occupait une place importante dans le débat public. Et il a, semé des banderilles ou planté des graines, mais je finis ma phrase. Il a planté des graines qui ont eu un effet, pour lui, en tout cas c'est comme ça que lui l'analyse, des mois plus tard. Et donc c'est une émission qui a compté dans l'élection présidentielle. Non, moi je souscris à une partie de la phrase et d'une analyse a posteriori qui, à la lueur du résultat, ne peut pas être contestée. En revanche, je ne pense pas qu'à ce stade de la campagne, Éric Zemmour occupait une place importante dans le débat public. Il occupait une place très importante dans certains médias d'information qui cherchaient à faire de l'audience avec lui. Je le dis parce que
je ne peux pas, moi, m'empêcher de le dire. À cette époque-là, on me reprochait de ne pas recevoir Éric Zemmour, on me reprochait de ne pas faire toute la place qu'Éric Zemmour avait censément dans le débat public. Je dénie complètement cette vision des choses, et je la conteste devant... Je ne parlais pas d'Éric Zemmour, je parlais de Jean-Luc Mélenchon. Là. Oui, non, si, tu disais qu'Éric Zemmour avait une place à ce moment-là dans le débat public importante. Éric Zemmour avait une place médiatique qui générait de l'audience, dérivée de CNews, mais la place qu'il a occupée dans les médias et qui a finalement vous a amené à faire ce débat, que je ne conteste pas, je n'ai pas à me prononcer sur la validité d'un débat que vous avez organisé, a été réalisé, vous l'avez fait dans une logique d'audience, évidemment, et pas dans une, je pense, dans une logique d'existence d'Éric Zemmour, des thèses d'Éric Zemmour dans la vie publique et dans la vie politique française. Alors, Philippe, à ce stade, le 23 septembre 2021. Pour éclairer ceux qui nous écoutent, nous avons eu un choix difficile à faire, pas en septembre, avant l'été. Nous avions des informations, et là je parle d'informations, de journalistes politiques, du terrain, qui récoltaient des informations, qui montraient qu'Éric Zemmour préparait une candidature à la présidentielle. À l'époque, ça peut sembler ancien, mais Éric Zemmour était d'abord un journaliste au Figaro, mais co-animateur d'une émission sur une chaîne rivale de la nôtre. Et notre premier instinct a été plutôt de dire « Attendez, mais on va pas aller faire la pub de celui qui fait de l'audience tous les soirs à 19h et qui nous bat tous les soirs à 19h. » Et à un moment donné, alors je ne sais plus quelle date, mais c'est doit être autour de fin juin ou début juillet, en gros, pour faire simple, on se dit « Ça n'est pas possible que pour des intérêts d'antenne, on refuse d'utiliser et de traiter de manière journalistique les informations que nous récoltons à propos d'Éric Zemmour. » Et donc nous avons fait le choix, à partir de la rentrée, de traiter Éric Zemmour comme d'autres candidats, comme un futur candidat, comme Emmanuel Macron qui n'était candidat que très tard, comme d'autres candidats. Mais c'était bon pour l'audience quand même, au passage. Non mais laissez-moi ça n'empêche pas, je veux dire, mais l'un n'empêche pas l'autre. Laissez-moi finir à ce moment-là. Le choix inverse, c'était quoi? C'était d'attendre que Éric Zemmour choisisse, dans une logique de communication, d'annoncer sa candidature pour en parler. C'est-à-dire que nous aurions refusé pendant plusieurs mois de faire notre métier de journaliste sur un futur candidat. Par ailleurs, je note que toutes les chaînes de radio et télévision, dans leurs interviews matinales, c'était vrai chez nous, mais c'était vrai au cas de vérité, comme c'était vrai dans la matinale de France Inter, comme dans la matinale de France Info, comme à peu près partout, évoquaient dans les interviews qu'ils faisaient avec des gens de LR, avec des gens du RN, les faits que produisait déjà Éric Zemmour. Et nous avons refusé de rester uniquement dans l'idée de se dire, voilà, on va attendre qu'Éric Zemmour daigne nous dire qu'il est candidat parce que ça le sert politiquement à ce moment-là. On ne va pas être dans sa logique de communication, on va faire notre boulot de journaliste, on va le faire, et oui, ça a intéressé des gens. Cléa ? Oui, j'abonde un peu dans les deux sens en fait, c'est-à-dire que je suis assez d'accord avec vous Laurent sur le côté, voilà, vous disiez, c'est quand même un buzz, je suis désolée, mais il y avait quand même un moment donné. Il a été candidat à la présidentielle finalement, donc c'était pas, bien sûr, mais c'était pas une création qui s'est effondrée en novembre. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, j'ai juste simplement comme le sentiment que quelque part, du coup, la télévision est obligée d'une certaine façon de se mettre aussi au diapason d'un buzz qui a été aussi monté, que ce soit d'ailleurs chez Jean-Luc Mélenchon, pour le dire aussi, que chez Éric Zemmour, notamment sur les réseaux sociaux. Et on sait très bien qu'ils sont extrêmement actifs, l'un comme l'autre, dans les deux camps, sur ces réseaux-là. Et quand vous disiez la petite graine, elle a été plantée par Jean-Luc Mélenchon à ce débat-là, je ne suis pas certaine. Je pense en tout cas, c'est comme ça qu'eux l'analysent. Peut-être, mais l'impression qu'on en a quand même, en tout cas, où les analyses de chercheurs aussi le montrent aussi, que c'est un petit peu antérieur aussi, et qu'il y a quelque chose finalement qui se passe effectivement sur ces débats-là. En fait, et c'est là où, pour moi, il y a un aspect spectacle. C'est vraiment, finalement, on arrive, c'est un peu le climax de ce qui s'est passé sur des réseaux, dans le débat public, dans le débat médiatique. Vous avez raison de le dire. C'est un débat d'abord médiatique. Mais et les choix peuvent se poser quand même. Je veux bien qu'on parle essentiellement de cette émission qui a duré 2 heures le 23 septembre. Mais qui a marqué, en effet. C'est toi qui en as parlé en premier. Non, mais on est d'accord parce qu'elle a marqué. Non, c'est toi. Non, tu as parlé de cette émission, de ce débat. On est d'accord, elle a marqué la présidentielle puisque ça a été le top départ. Pour faire simple, nous, notre émission régulière, alors elle n'avait pas une régularité gravée dans le marbre et on la faisait parce qu'on a une grille plus souple que des chaînes généralistes, évidemment, des chaînes traditionnelles. On a une émission qui s'appelle Face à BFM, où simplement on met 5 journalistes spécialisés de BFM ou de BFM Business face aux candidats. Je vois d'ailleurs, j'ai constaté avec plaisir que ça a inspiré d'autres émissions au fil de la campagne. C'était ça notre émission régulière. Et par exemple, nous, dans cette émission, qui était assez austère, une demi-heure sur
le nucléaire, une demi-heure sur le pouvoir d'achat avec un journaliste économique, C'est pas austère, un ça. journaliste avec une demi-heure avec Ulysse Gosset sur l'Ukraine, quelques heures avant l'invasion de la guerre, l'invasion de Poutine, une demi-heure de Valérie Pécresse. Dans cette émission, par exemple, nous n'avons pas eu l'idée d'avoir un invité mystère, comme c'était le cas dans l'émission politique que vous aviez au début de l'année. Et ça aussi, c'est du spectacle. Une seule fois. Oui, une seule fois, mais vous l'avez fait. C'est du spectacle aussi. Un invité mystère dans une interview présidentielle, enfin, d'une interview de campagne présidentielle, c'est aussi du spectacle. Et je dis pas que c'est pas bien. Peut-être que ça fait venir des gens, d'ailleurs, ça crée une forme de dramaturgie, mais nous, on n'a pas eu recours à ça. Nous l'avons fait avec une jeune activiste climatique, ce soir-là. Mais vous étiez sur Zemmour-Mélenchon, donc vous n'avez pas pu le voir. Voilà. France 2 l'avait beaucoup fait dans toutes les émissions 2017. Oui, mais je parle de 2022, moi. Je parle de 2022. Qu'est-ce que... Cléa veut dire quelque chose. Non, c'est juste pour rebondir, mais enfin, c'est intéressant parce que je vois que vous n'êtes pas d'accord non plus tous les deux sur certains formats. C'est pour ça qu'il y a des médias différents, d'ailleurs, voilà, en effet. Tout à fait. Mais la question que tu posais tout à l'heure, c'est l'aspect spectacle. Et moi, il m'interpelle, c'est-à-dire, est-ce que finalement, c'est pas aussi ça aujourd'hui qu'on voit dans certains types de votes sanctions, c'est-à-dire des votes qui se sont prononcés de rejet ou de fameux votes utiles ou autres, de vraies demandes, et c'est ce qu'on entend, de vraies demandes, encore une fois, de fond. Je ne vois pas pourquoi, je vois pas ce qui vous permet de penser qu'il y a plus de spectacles politiques à la télé qu'il y a 20 ou 30 ans. Je pense que c'est terminer, en fait, je voudrais juste terminer. Ils allaient chez Patrick Sébastien il y a 30 ans, les politiques. Justement, c'est bien la question que je pose, en fait, c'est cette continuité qui pose question. C'est pas le fait que vous le faites ou que vous le fassiez pas, ou que nous le fassions ou pas. D'ailleurs, je m'inclus dans les médias. C'est simplement la continuité de ces types de débats, de ces types de formats. Il y a un côté, je vais le parler vulgairement, il y a un côté Starac aujourd'hui dans la campagne électorale où on en a même avec des émissions de divertissement qui vont voir, je pense à Karine Le Marchand qui par ailleurs fait son travail comme il faut, mais simplement bon, ça plaît. D'intervenir, là pour le coup c'est du spectacle. Oui, mais ça plaît. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on mélange les gens. Elle ne prétend pas faire de l'information, Karine Le Marchand. Non, je ne suis pas là pour la défendre, mais elle ne prétend pas faire du journalisme. Mais il y a un mélange des genres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les politiques se prêtent au spectacle, on fait des formats spectacles pour du politique, une certaine confusion de genre, il me semble, pour certains spectateurs en tout cas, qui peuvent se poser des questions si, à un moment donné, à quel moment on va vraiment parler de débat de fond de façon peut-être différente. Alors peut-être qu'il faut les dramaturger de façon différente. Je ne sais pas, c'est vraiment une question ouverte. Mais il me semble quand même qu'on manque un petit peu de nuance parfois sur certains des débats télévisés qu'on peut voir. Et là, je reviens sur Cyril Hanouna. Je voudrais juste revenir sur ce détail, qui n'en est pas un à mon sens, mais quand Claire Secaille, qui est donc chercheuse, il me semble de mémoire à Sorbonne Université, a analysé dans le détail le contenu des émissions de Touche pas à mon poste et que les résultats de son analyse de contenu, donc sociolinguistique, historicité, épistémo, etc., montrent qu'il y a un certain favoritisme vers l'extrême droite, vers Éric Zemmour, et qu'elle prend une sorte de retour de bâton médiatique, enfin voilà. On peut quand même se poser un petit peu des questions. Où on va, en fait. Ça, c'est le constat. Mais pourquoi, d'après vous ? Pourquoi est-ce que Cyril Hanouna faisait des émissions autour de Zemmour ? Ça répond à votre question, l'audience. D'accord. Voilà. Non, je dis pourquoi, je pose des questions. Je ne veux pas défendre ni Cyril Hanouna, ni... J'aurais juste précisé quelque chose d'assez simple, c'est que Cyril Hanouna ne prétend pas faire de l'information, je ne le crois pas. C'est une émission qui ne prétend pas dépendre d'une rédaction. C'est une émission de divertissement. Mais ça intervient dans le débat politique quand même. Mais les politiques choisissent d'y aller. Mais nous sommes journalistes, on ne fait pas le. Non, mais ok, Philippe, mais ce que dit Cléa, c'est que ça intervient quand même dans le débat politique de la présidentielle. Mais ce n'est pas notre problème à nous. Mais que des politiques aillent dans une émission de divertissement, c'est une chose. Que des journalistes continuent, je pense, à faire du journalisme, en dépit du fait qu'on est dans des groupes différents et que nous sommes fortement concurrents. Je pense sur cette campagne, nous n'avons ni à BFM ni à France Télévisions pipolisé ou banaliser ou stariser ou starakiser nos émissions. Peut-être pas vous, mais ce que j'évoque, ce que j'essaie d'expliquer peut-être maladroitement et sans vraiment, encore une fois, sans pointer du doigt qui que ce soit, c'est simplement une observation, encore une fois, une sorte de forme de constat, c'est qu'on a vraiment le sentiment de cette confusion de genre que les gens, nous on le fait la distinction, parce que vous savez comment vous travaillez, moi je sais comment on travaille. Simplement les gens, comme vous avez dit tout à l'heure, Éric Zemmour est journaliste. Moi je suis désolée. Éric Zemmour, oui, ancien journaliste. Il était journaliste au Figaro, il était employé par le Figaro comme journaliste. Ok, il est éditorialiste. Il y a différents médias, différents. Oui, mais un éditorialiste est un journaliste. Oui, mais les gens ne font pas la différence forcément entre un éditorialiste, un secrétaire de rédaction, un monteur, etc. Donc c'est une confusion des genres, une confusion des sujets aussi. Et je suis encore. Oui, mais là, qui est responsable ? Ce sont les médias ou ce sont les politiques ? Je laisse la question ouverte. Simplement, c'est juste une réflexion plutôt qui pourrait être intéressante d'approfondir pour peut-être, pourquoi pas, changer de format. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher à la télé, les candidats à la présidentielle ou candidats, on va dire ? Ils viennent chercher quoi ? De l'audience ?
Enfin, Non. vas-y. Non, ils viennent chercher, ça dépend des émissions. Dans une émission de divertissement, ils viennent chercher de l'empathie, et chez nous, ils viennent chercher de la respectabilité, et même parfois, Mélenchon nous l'a dit, lui n'en avait pas besoin, mais il a dit, bon, un banc d'essai de 2 heures où vous allez me triturer sur la réforme des retraites, les déserts médicaux, le remplissage des cuves de fioul et la guerre en Ukraine, c'est un sacré challenge. Et le fait de recevoir tous les candidats pour les questionner là-dessus, c'est quelque chose d'important pour un candidat. C'est pas totalement anodin. Oui, enfin, oui. Enfin, Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en fait? Je vais vraiment pas défendre Cyril Hanouna, et parce que encore une fois, je crois que Il c'est un s'agit peu de défendre en hors sujet, libre, parce on dit ce qu'on que veut. lui ne prétend pas faire de l'information, et nous ne sommes pas responsables du fait que les politiques vont dans l'émission de divertissement. Mais les politiques, parce que ça m'est arrivé de parler avec des politiques en disant mais pourquoi vous allez là plutôt qu'ailleurs, parce que parfois le choix, et ça nous concerne, c'est qu'ils choisissent telle ou telle émission, et parfois ils choisissent entre Cyril Hanouna et une émission sur France 2 ou chez nous. Et je pense par exemple à Jordan Bardella, qui va souvent chez Cyril Hanouna et qui dit, écoutez, moi je crois qu'il a 25 ans, 26 ans, les gens de mon âge, des gens de mon âge, s'informent en regardant ça. Ils ne portent pas un jugement, c'est un constat. Et donc il touche des gens là qu'ils ne toucheraient pas, malgré tous nos efforts ou vos efforts, dans des émissions de télévision, des émissions classiques. Voilà. Et c'est pas pour défendre Cyril Hanouna, mais simplement je comprends pourquoi des politiques y vont. Et je dois dire, par exemple, je pense que quand on regarde la campagne de Marine Le Pen, l'une des émissions les plus importantes pour elle, et je le déplore je déplore parce que j'aurais préféré qu'une émission comment dire, l'une des émissions qui a eu le plus d'impact pour elle, c'est une émission chez Cyril Hanouna, une émission qui s'appelait Face à Baba, où elle a été assez bonne, assez solide, et je pense que là, elle a marqué des points dans cette émission-là, et en faisant le choix d'aller dans cette émission-là plutôt que dans une émission classique, je pense qu'en termes de stratégie politique, elle a fait un bon choix. Moi, je le déplore parce que je préférerais que la politique soit d'abord sur des chaînes comme France 2, TF1 ou BFM, des chaînes qui font du journalisme, mais c'est un constat. Je pense qu'en termes de stratégie politique, elle a eu plutôt raison d'aller aussi chercher une audience jeune là à ce moment-là. Alors ce qu'on a vu tout à l'heure dans le plateau juste avant, c'est que la télévision reste le média numéro 1 pour s'informer en matière politique, média numéro 1 des Français. Et ça, quel que soit l'âge, même si les plus jeunes, c'est un peu moins, mais c'est quand même, j'ai regardé les chiffres, plus de 60%. C'est pas ce qu'on nous dit parfois, c'est plus de 60%. Donc, la télévision étant le principal média d'information dans le domaine de la politique, est-ce que ça amène à des obligations? Est-ce que ça oblige, je sais pas, est-ce qu'on se dit, quand on est directeur de l'information de France Télé, attention, on a une sacrée responsabilité? Oui, bien sûr qu'on a des responsabilités légales, on a des responsabilités en termes de temps de parole, et après on a des responsabilités au sein du service public, que j'allais dire démocratique, mais qu'une chaîne info comme BFM TV a aussi, qui est de s'efforcer au maximum de traiter équitablement chaque candidat, à la fois par la qualité de l'intervieweur et son identité, mais aussi par le moment où on le reçoit. Enfin, je reviens encore une fois à cette idée que nous avons une émission le dimanche sur France 3 qui s'appelle Dimanche en politique, on a les 4V, on avait Élysée 2022, bien sûr, présenté par monsieur Le Tellier, disclaimer. Chaque candidat, tous les candidats ont été reçus dans chacune des émissions. Voilà la responsabilité que nous avons. C'est une responsabilité pas seulement légale, c'est aussi une responsabilité non, c'est un engagement éditorial. Démocratique, éditorial que nous avons. Et qui nous contraint parfois à faire des choix délicats. Par exemple, sans rentrer dans les histoires de temps de parole, des règles, tout ça, mais nous, on a été face à un choix qui a été difficile à un moment donné, qui était le seul meeting d'Emmanuel Macron avant le premier tour. Il fait un meeting, je crois que c'est une semaine avant le premier tour, c'est ça ? Je cherche où d'ailleurs ? Le samedi à l'Accor Arena, Défense Arena. Oui, et spontanément, d'un point de vue journalistique, on se dit on a envie de le diffuser. C'est le seul meeting du président sortant et favori de l'élection. Bon. Et on est dans une période d'égalité stricte du temps de parole, c'est-à-dire que chaque seconde accordée à un candidat ouvre une autre seconde à un autre. Avec une difficulté supplémentaire, il y a des horaires. C'est-à-dire que si on ouvre une seconde l'après-midi, ça ouvre une seconde l'après-midi, enfin en journée pour tous les autres candidats. Bref, on était mobilisés par la guerre en Ukraine à ce moment-là, et on a dû faire un choix. C'est-à-dire que pour diffuser ce meeting, qui finalement a duré 2h10, pour 2 heures d'Emmanuel Macron cet après-midi-là, ça nous ouvrait en journée, et je ne parle qu'en journée, 22 heures pour les 11 autres candidats. Avec une difficulté supplémentaire qui était donc que Marine Le Pen, autre candidate qui était en deuxième dans les sondages, qui a finalement été qualifiée, faisait elle son unique meeting le soir. Donc si on voulait être équitable, d'un point de vue non pas légal mais d'un point de vue journalistique,
Il aurait fallu ouvrir 24 heures de temps d'antenne en journée, plus 12 heures en soirée. Et nous avons considéré que compte tenu de la guerre en Ukraine, je suis désolé de parler comme ça, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Et comme compte tenu de la guerre en Ukraine, nous avons considéré que nous ne voulions pas consacrer, je ne suis pas très bon en maths, mais 22 heures et 12 heures de temps d'antenne, 34 heures de temps d'antenne pendant en 10 jours ou en 11 jours. Renoncer à 34 heures de couverture de ce qui est pour nous le sujet numéro 1 à ce moment, tout ça pour diffuser un meeting, un discours du président candidat. Et LCI a fait ce choix-là, on diffusait 1h30, je crois que vous avez diffusé... France Info aussi, on a fait le choix de diffuser 18 heures au total, voilà. Une heure et demie, de 18 heures de meeting et de prise de parole politique dans ce week-end-là, pour la raison que tu viens de décrire. Et nous avons fait le choix nous avons diffusé les meetings sur Internet, avec des émissions faites pour Internet, et nous avons fait le choix de consacrer l'essentiel de notre temps d'antenne ce week-end-là à l'Ukraine. Et il se trouve que c'est ce week-end-là qu'on a appris le massacre de Boutcha. Et donc le dimanche après-midi, je peux vous assurer qu'on était bien contents de pouvoir parler de l'Ukraine et pas être contraints de faire de l'équilibre du temps de parole, tout ça parce qu'on avait diffusé un meeting la veille. Alors maintenant, c'est dans la salle que vous allez avoir des questions. Juste avant de vous passer la parole, une petite question, c'est toujours rigolo de jouer au chamboule-tout en politique. C'est qui les bons et les moins bons clients ? Comme candidat ? Oui, ou comme politique en général. En Mais audience, dans les interviews, vous voulez dire ? Le critère que tu veux, audience, interview. Aujourd'hui, je pense que Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon font plutôt des bonnes émissions intéressantes, jouent plutôt le jeu de l'interview et font plutôt des audiences solides. Laurent ? Je suis d'accord. Bon, d'accord. Cléa ? Non. Moi, j'ai pas de... Non, tu n'es pas praticienne. Ouais, je peux pas répondre à ça. Alors maintenant, c'est à vous les questions. Vous avez tous les interlocuteurs qui sont là, qui se sont bien échauffés, donc ils sont maintenant à votre disposition. Il fait chaud, c'est pour ça. Allez-y. Alors vous vous présentez à chaque fois, c'est toujours bien, j'aime bien. C'est bien de savoir à qui on parle. Il n'y a plus assez de micro ? Je te passe. Bon. Je demandais est-ce qu'on pourra nous amener un micro, s'il vous plaît, nos amis. Un microphone, please. Maintenant. Présente. Alors, présentation et questions, ça vous va ? Du coup, bonjour à toutes et à tous. Je suis Zoé Quennebrock, je suis journaliste en formation à l'école de Tours. Et je voulais revenir sur un point qui a été abordé au début de ce débat, sur le fait que notamment les questions écologiques ou les questions sociales avaient été beaucoup abordées. Alors, sans vouloir faire de pub pour ce qu'on a fait, il y a un magazine La Feuille qui est disponible aux assises réalisé par les étudiants de Tours. Et dedans, il y a notamment un papier duquel je me suis occupée qui a recensé les 475 questions posées par les journalistes dans les émissions Élysée 2022 et Un candidat face au 7-9. Et je suis désolée, mais ce n'est pas la réalité des faits. On a décidé de comparer du coup les questions les plus posées par les journalistes aux thèmes que les Français souhaitaient vouloir aborder dans la campagne. Et les faits, c'est que les 3 thèmes les plus abordés, si je ne me trompe pas, c'est international, tout ce qui va être idéologie des candidats et aussi déroulé de la campagne, donc questions qui sont posées par rapport aux opposants politiques, et que les 3 thèmes que les Français souhaitaient le plus voir abordés étaient le pouvoir d'achat, le Covid-19 et les systèmes de santé. Et notamment, dedans, il y a un petit graphique qui montre les thèmes en bleu pour ceux que les Français voulaient être abordés, et il y a quand même un rapport qui est très très faible, et dedans notamment les questions sociales sont aussi peu abordées. Alors je comprends bien que la question internationale était importante du fait de l'actualité politique de l'Ukraine, mais on sait que ce qui énerve les Français, c'est la politique politicienne. Or je pense que l'idéologie politique et les questions de contradiction, on est plus sur de la campagne politicienne que sur du sujet politique. Et bon, c'était essentiellement sur le service public, mais parce que les faits montrent qu'un candidat face au 7-9 et Élysée 2022 étaient les émissions politiques les plus regardées pour la campagne, et c'est pour ça qu'on en a fait cette analyse. Mais peut-être que c'est face au 7-9 qui fait baisser la moyenne, Laurent. Non, je ne sais pas, je vais lire votre étude qui sera forcément intéressante. Je pourrais retrouver les tableaux, mais... Non, bien sûr, bien sûr. Le choix que nous avons fait dans Élysée 2022, c'est d'avoir des rendez-vous thématiques et où, pour le coup, les questions politiques politiciennes, popol comme on dit, étaient quand même réduites à la portion congrue dans Élysée 2022. On a quand même traité des questions, alors certes, sans doute pas assez du climat, mais des questions de santé et d'économie, microéconomie et macroéconomie, de façon très importante dans cette émission. Franchement, on a fait attention à faire en sorte que
les questions politiques, encore une fois, d'idéologie, comme vous dites, ou de rapport ou de confrontation avec les politiques, soient vraiment réduites au maximum. Et en plus, même si nous ne sommes pas obsédés par l'audience, on s'est rendu compte, en regardant la courbe d'audience, que c'est au moment où on abordait ces questions, la plupart du temps, que les téléspectateurs s'en allaient. Et donc, mais je vais regarder votre étude et on s'en reparlera après si vous le souhaitez. Philippe ? Merci beaucoup. Par exemple, dans notre émission, enfin équivalente pas en audience, parce qu'on a des audiences moins fortes que mécaniquement que celle d'une émission sur une chaîne généraliste, mais notre émission un peu équivalente qui s'appelait Face à BFM, il se trouve que c'est moi qui me retrouvais à la fin de l'émission à chaque fois à poser justement ces questions de politique politicienne, non pas par goût personnel, mais parce que, entre guillemets, on les reléguait entre guillemets à la fin, dans une partie à la fin. Et après avoir fait une demi-heure sur l'économie, une demi-heure sur le nucléaire, une demi-heure sur on a la santé par une journaliste santé, je me retrouvais à poser des questions à la fin. Et de fait, c'est aussi à ce moment-là, souvent, qu'il y avait le plus forte audience. Et je vous dis ça, c'est pas par goût personnel, parce que moi-même, je me retrouvais parfois à poser des questions qui, moi-même, m'intéressaient moyennement, mais il fallait qu'elles soient posées. Oui, il faut poser des questions à Marine Le Pen sur Éric Zemmour. Oui, il faut poser la question à Jean-Luc Mélenchon sur l'union de la gauche. Oui, il faut poser des questions à Yannick Jadot sur le rapport de force à un moment donné de la campagne avec Jean-Luc Mélenchon. Ça fait partie de l'actualité. Et ne pas le faire, ça serait renoncer à une partie de notre boulot. Oui, puis les Français aiment bien le côté, je disais, le côté chamboule-tout de la campagne électorale. Hop, on balance une boule sur celui-là, une boule sur celui-là. Mais bon, voilà, mais il ne faut pas faire que ça, probablement. Marie-Laure, il y a quelqu'un ? Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Paola, je suis étudiante en journalisme à Sciences Po Paris. Et ma question, elle s'adresse à vous, Monsieur Corbet. Tout à l'heure, en parlant d'Éric Zemmour, vous avez dit ça aurait été manqué à notre travail de journaliste que de ne pas parler de lui alors qu'il n'était pas encore candidat. Mais finalement, s'il n'était pas candidat, pourquoi il fallait parler de lui ? Parce qu'il a finalement été candidat. Oui, mais les autres personnes qui n'étaient pas encore déclarées candidates à ce moment-là, vous n'en parliez pas ? Si, par exemple, on parlait d'Emmanuel Macron et de sa future campagne présidentielle. Et quand on vous dit... Et on parlait de Christiane Taubira et de sa future campagne présidentielle. Et quand on reproche aux médias qu'ils ont participé à faire la campagne d'Éric Zemmour en amont et qu'ils ont un peu préparé le terrain pour lui, vous répondriez quoi ? Oui, si on regarde sur plusieurs années, et quand je dis sur plusieurs années, sur des années, on pourra regarder le rôle qu'ont joué des médias, et d'ailleurs pas que des médias d'information, depuis... Ruquier, vas-y, dis-le. Ruquier, il y a 15 ans. Moi, j'étais à RTL quand il était à RTL. Ça m'est arrivé de le lancer dans la matinale RTL. Il était sur Paris Première jusqu'à l'année dernière. Il a été sur CNews, évidemment, pendant 2 ans. Il a dû être dans d'autres émissions, j'ai oublié. Mais oui, sur le long terme, c'est vrai. Et sur mais est-ce que, enfin, pour faire simple, pour faire vraiment très simple, nous, quand on fait notre boulot, je vais vous donner un exemple très précis, très précis. Éric Zemmour dit un soir sur Europe 1 et CNews, l'émission de Laurence Ferrari, parle des enfants trans dans les écoles françaises. Une circulaire émise par le ministère de l'Éducation nationale. Et il parle du docteur Mengele. Il parle du médecin exterminateur d'Auschwitz à propos d'enfants qui sont accueillis dans les écoles de la République. On est en octobre. Il est candidat 6 semaines plus tard. Est-ce que, parce qu'il n'est pas encore candidat, on devrait renoncer à souligner à quel point ce propos est non seulement dégueulasse sur le plan moral, et scandaleux sur le plan politique. C'est renoncer, finalement, laisser courir des propos aussi ignobles dans le débat public, parce que, oh mon Dieu, il n'a pas encore décidé s'il était officiellement candidat, alors qu'en fait, il menait déjà campagne tous les week-ends. Et ben moi, je considère que quand on allait en plateau pour dire ce que dit ce monsieur est dégueulasse, quand on a invité des responsables, des parents d'enfants trans pour dire ce que dit ce futur candidat présidentiel est dégueulasse, c'est dangereux qu'ils le disent, eh ben on a fait notre boulot. Je m'appelle Mathieu, je suis étudiant à l'école de journalisme de Lille. Une question Très bonne sur école. Peut-être, sûrement, je pense que vous êtes connaisseur. Il y en a d'autres. Une question sur le traitement de cette campagne sur les chaînes d'infos en continu spécifiquement. Vous avez beaucoup parlé de vos réflexions sur est-ce qu'on diffuse tel meeting ou tel autre. Et moi, c'est une question que j'ai beaucoup en tête. C'est est-ce que c'est le rôle vraiment des chaînes d'infos en continu de diffuser tant de meetings, sachant que dans la nouvelle version qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, les télés venaient et faisaient leurs images de meeting elles-mêmes. Alors que là, c'est des images créées par les candidats, dont Absolument. on a déjà montré plusieurs fois que souvent les images sont tournées à l'avantage du candidat pour montrer une salle très pleine avec des plans de coupe pour manquer. Voilà, C'est vraiment vrai. une mise en scène. Alors il y a le petit bandeau en haut pour dire que c'est des images du candidat. Ok, une fois que c'est dit, pendant 2h10, nous avons Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Éric Zemmour qui disent
Pendant 2h10, voilà, ils ont une tribune énorme. Si vous disiez par exemple sur Éric Zemmour qu'il a eu 2,5 millions d'audience sur toutes les chaînes. Okay. Est-ce que c'est le rôle des chaînes d'infos en continu? Est-ce que ça participe de la campagne de diffuser pendant 2 heures un candidat et ensuite voilà, vous en faites un débrief, c'est vous qui vous en occupez à la fin sur BFM, vous l'avez fait et à la Laurent fin sur le Guigné meeting. pour France Info, Voilà. Canal 27. Moi je me souviens du meeting de Valérie Pécresse, à la fin vous aviez souligné le fait qu'elle allait parler de grand remplacement, etc. Ok. Est-ce que ce moment-là où vous faites le débrief, il est moins suivi que le meeting en soi, vous voyez? C'est-à-dire vous donnez une énorme parole au meeting, ensuite vous en faites l'analyse, mais est-ce que c'est votre rôle? Voilà, c'est ma question, surtout maintenant que vous n'avez pas la capacité de tourner vous-même vos images. C'est surtout ça. Alors, Philippe Corbet vous répond et Laurent Guigné. Alors il y a plein de bonnes questions, mais il y a différentes questions. La question de la diffusion des meetings en général, c'est-à-dire l'idée de consacrer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à un candidat à la présidentielle. Ça date de 2007. De la campagne de 2007, vraiment les tout premières, et c'était vraiment tout à fait exceptionnel. Ça s'est vraiment généralisé à partir de 2012. Et ça a eu un effet spectaculaire sur le débat public. Moi, j'en parle d'autant plus facilement parce que j'étais pas du tout à BFM à l'époque, j'étais à RTL et je l'ai vu l'effet. L'effet, c'est qu'en 2007, moi j'étais reporter politique. Un meeting le soir, il était encore frais pour la matinale du lendemain matin. En 2012, j'étais présentateur d'un matinal RTL. Un meeting du soir, il était vieux pour la matinale du lendemain matin. Il y a eu une accélération du temps. Pourquoi ? Parce que ça a intéressé beaucoup de gens. Ça a intéressé beaucoup de gens. Et ça a intéressé les politiques parce qu'ils pouvaient d'un coup parler à beaucoup de gens. Et je ne parle pas juste d'audience pour faire des chiffres d'audience. C'est qu'un candidat qui n'a pas beaucoup d'argent. Parce qu'au fond, par exemple, Fabien Roussel, il fait une campagne financée sans compter au remboursement public, donc il fait une campagne pas chère, entre guillemets. Il fait un meeting à Marseille qui coûte 200 000 €. Il fait... rien que sur BFM TV, 350 000 téléspectateurs. Je peux vous dire qu'il est content, avec 200 000 € investis, d'avoir une telle audience au sens de... Ça fait moins d'1 euro par personne. En termes de rentabilité pour un candidat, c'est très bon. Mais pour revenir à la question des images, c'est un vrai problème. En 2016, le patron de BFM, Hervé Bérou, avait contacté les autres chaînes d'information pour proposer une forme de mutualisation pour la captation des meetings. Et il y avait eu, à l'époque, un refus immédiat et très ferme d'une autre chaîne. Et comme les circonstances n'ont pas totalement changé dans cette situation-là, il n'est pas possible, pour l'instant, il n'a pas été possible, malheureusement, de faire une sorte de mutualisation pour la captation des meetings. Mais juste, nous, on souhaiterait que ça marche, ça fonctionne. Mais ça ne changerait pas, par exemple, si vous prenez l'exemple de Valérie Pécresse, si on avait capté nous-mêmes l'image du discours de Valérie Pécresse, on aurait aussi entendu grand remplacement dans le meeting, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et moi j'ai l'impression après, quand je souligne effectivement grand remplacement, de faire mon métier. Et quand après le meeting du Trocadéro, je reprends l'antenne et je dis, mais vous vous rendez compte de ce qu'on a entendu? Macron assassin pendant 11 secondes, et que je suis obligé d'expliquer c'est quoi un assassinat dans le droit, c'est-à-dire un meurtre avec préméditation. On a donc eu des dizaines ou des milliers de personnes qui ont chanté pendant 11 secondes sur une grande place parisienne que le président de la République était responsable d'un meurtre avec préméditation. Quand on le souligne, et on le souligne en 1 minute 30, c'est pas très long, on le souligne, je peux vous dire que c'est un certain impact. En tout cas, du point de vue d'Éric Zemmour, ça a eu pas mal d'impact. Ouais, Laurent. Je voudrais je souscris à tout ce que vient de dire Philippe. Moi, je pense simplement que le drame serait qu'on ne fasse que diffuser des images captées et réalisées par les candidats. Bon, d'abord, on mentionne quand même le fait que ce sont des images produites par le candidat, mais le drame serait si on s'arrêtait là, s'il n'y avait pas de débrief et même s'il n'y avait pas de reportage. Absolument. Moi, ça ne me choque pas de diffuser des images qui sont produites par un candidat. Ce qui est choquant, c'est quand on n'a pas la capacité à faire du reportage, à aller investiguer, à aller voir les militants à la sortie, à aller poser le micro sous l'œil des militants et des lieutenants après un meeting de Valérie Pécresse pour les entendre émettre des doutes quand même sur la qualité de ce qu'elle a produit. C'est ça qui est important journalistiquement pour moi. La séparation n'est pas entre diffuser et ne pas diffuser. L'acte journalistique, c'est celui du reportage. Effectivement, on est à un degré à peu près zéro de production d'informations lorsqu'on rediffuse des images, mais qui sont un flux qui de toute façon est produit, diffusé, et aujourd'hui diffusé gratuitement sur les chaînes YouTube des candidats. Donc effectivement, nous ne produisons rien de plus lorsque nous diffusons le débat. En revanche, toute la valeur ajoutée, elle est après dans le débrief de Corbet ou de Bornstein chez moi, et puis dans les reportages qu'on fait dans les éditions. C'est ça, le journalisme, il est là. Mais il y a un continuum pour moi. Nous diffusons le produit, le contenu, la matière brute, et ensuite, nous la commentons, et ensuite, nous exerçons un droit de suite auprès des protagonistes eux-mêmes. Et c'est là que c'est intéressant. Et alors ?
C'est notre responsabilité. Je ne sais pas ce que c'est que le rôle. C'est notre responsabilité. Nous prenons la responsabilité de le faire, pas toujours. Et encore une fois, même si c'est degré zéro, ça n'est pas dégradant non plus que de diffuser un meeting. Je ne crois pas. Oui, C'est vrai. oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais sauf qu'on a des reporters. Mais on a des reporters qui sont là et qui ensuite vont faire du reportage. C'est ça qui est important. Le drame serait qu'il n'y ait plus suffisamment de reporters et que les médias désinvestissent et enlèvent les reporters des rédactions et à la fin ne fassent que diffuser des meetings. C'est ça qui serait dramatique. Question là-bas. Merci. Bonjour, je suis journaliste, mais j'ai vraiment une question en tant qu'auditrice, téléspectatrice. Journaliste où? Chez Néon. Très bon magazine. Oui, mais alors... On apprend plein de choses en lisant Néon. Oui. On est éclairé. Merci beaucoup. Je leur dirai, ils seront contents. J'ai vraiment une question sur cette... On a beaucoup entendu la droitisation du débat. Est-ce qu'aujourd'hui, la parole de droite a plus de valeur, fait plus de buzz que celle de gauche? Et deuxième sous-question, pourquoi est-ce que j'ai l'impression, c'est peut-être très personnel, mais que le terme de radical a beaucoup été accolé à des candidats, des candidates, des propos de gauche et pas de droite pendant cette campagne? Alors, est-ce que le mot radical a été utilisé? Il y a eu extrême d'un côté, radical de l'autre. On va dire ça. Extrême droite, gauche radicale. Non, ça vous... On parlait de propos radicaux. Alors, Un propos radical. moi, je ne me souviens voilà. pas, par exemple, avoir parlé de propos radicaux. Par exemple, si vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, C'est Mélenchon dont vous parlez. Mélenchon, vous avez en tête ou... Mélenchon, Sandrine Rousseau, peut-être même Jadot, dans certaines interviews. Alors, je ne pourrais pas exactement vous dire où je l'ai entendu, mais probablement France Inter ou France Info. Est-ce que votre proposition concernant le nucléaire n'est pas trop radicale? Ah d'accord, oui, mais dans ce Voilà. sens-là, dans ce sens-là, je ne suis pas certain qu'il soit connoté négativement. Bah, En tout cas, par exemple, pour le mot radical, c'est effectivement un sujet qu'on s'est encore posé la semaine dernière lorsque on a parlé de la NUPES constituée par Jean-Luc Mélenchon et ses nouveaux alliés de gauche. Et effectivement, on a utilisé le mot radical en disant que c'était un projet plus radical, je l'ai dit à l'antenne, un projet plus radical que par exemple celui de la majorité plurielle de 1997. Et j'ai reçu plein de messages sur les réseaux sociaux en disant mais comment vous pouvez dire ça? Alors même que Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau revendiquent une forme de radicalité en disant que la radicalité est nécessaire pour mobiliser une forme de rupture, pour mobiliser notamment un électorat plus jeune. Donc moi je ne pense pas que le mot radical soit toujours connoté négativement, en tout cas pas pour Sandrine Rousseau et Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est la même chose. Moi aussi, je pense que, en tout cas, quand on en parle aux différents protagonistes, et si à tout prendre, ils prenaient pour injure le fait qu'on qualifie de radical leur programme, rassurez-vous, ils nous le diraient directement. Hein. Que ce soit Sandrine Rousseau ou Jean-Luc Mélenchon, ils ont nos numéros de téléphone et quand ils ont quelque chose à nous dire, ils nous l'écrivent, ils nous le disent assez rapidement. En l'espèce, ça ne s'est pas produit dans cette campagne, en tout cas sur l'emploi du terme radical. Et après, la droitisation de la société, des médias, bon, ça, voilà, c'est un avis global qu'on peut avoir. Après, l'évolution de la société française, elle est marquée par des tendances de fond. Alors, on peut penser que c'est une droitisation, une radicalisation. Enfin, on peut la qualifier de plein de façons. L'important, c'est qu'après, on soit là pour le relayer. Et nous le faisons très imparfaitement. Il n'y a pas de souci à le reconnaître. Hein. Connaître les tréfonds des tendances qui travaillent la société française, c'est très compliqué quand on fait de l'information de le retraduire très directement, d'autant plus qu'on a tous nos tropismes, nos origines, nos provenances et donc nos critiques et nos déceptions quand on regarde les médias. Pas forcément toute la société, mais est-ce qu'aujourd'hui, la parole, une parole de droite, une petite phrase de droite, voire plus, a plus de valeur, créera plus le buzz puisqu'on parle d'audience qu'une phrase de gauche, que voilà. Juste pour répondre à ta question et rebondir à ce que les deux confrères viennent de dire aussi, c'est je vais tout à fait dans votre sens. Enfin, vous l'avez dit très justement, certains candidats de gauche et même de politiques élus ou autres, militants de gauche se revendiquent comme radicaux et c'est ça peut-être qui est intéressant. Je voudrais juste qu'on remonte un tout petit peu en arrière. Si on revient, bonnet rouge et ensuite gilet jaune. À ce moment-là, on avait vu, on parlait de radicalisation, quand on parlait surtout de radicalisation plutôt religieuse, sectaire, fondamentaliste, islamiste pour ne pas le nommer, mais aussi d'extrême droite, par exemple, en termes d'attentats. Et puis on a vu arriver ces mouvements sociaux où effectivement on a une forme de radicalisation, mais qui est effectivement revendiquée par les mouvements puisqu'ils demandent une rupture.
Et c'est une rupture qui n'a pas forcément été suivie ensuite de façon dans les urnes. Hein. Et cette revendication, on la voit ensuite être les candidats notamment de gauche, vous l'avez très bien dit, s'en sont très bien emparés et le portent en étendard en fait complètement. Par contre, là où je te rejoins, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette tendance-là est bien moins portée, peut-être plus par Éric Zemmour, mais par exemple Marine Le Pen qui a joué l'effet inverse. Et c'est peut-être ça le point saillant de ce dernier quinquennat, ou en tout cas de peut-être cette dernière décennie. Après, c'est la question du buzz, hein. Enfin, juste d'un mot. C'est quoi le buzz et surtout quelle utilisation tel média fait du buzz? Et en gros, c'est la question du lien entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et plutôt sur les timelines des journalistes qui ont l'impression que ce qui se passe sur leur timeline, c'est l'opinion et c'est même ce qui se passe sur Twitter, alors que c'est complètement faux, comme vous le savez. Et le passage de la timeline à l'antenne qui peut poser problème et qui est de l'ordre de l'amplification d'un buzz, comme vous dites. Mais ça, après, c'est la responsabilité de chaque éditeur, de chaque chaîne, que de répercuter ou pas, encore une fois, du clash du buzz qui se passe sur nos timelines. Une question là-bas. Bonsoir, Kevin Dufray, je suis journaliste sur le planning de Radio France. Tu parlais, Philippe, tout à l'heure de la notion d'événement, et je me demandais si, sur les chaînes d'information en continu notamment, il n'y avait pas un peu une banalisation de l'événement dans le sens où le mot est beaucoup utilisé. Tu en parlais tout à l'heure pour parler du meeting de Zemmour à Villepinte. Parler des meetings en général. Mais... Oui, mais il y a je trouve, juste dans l'utilisation du mot, quand vous faites par exemple la première interview d'Éric Zemmour après le premier tour de la présidentielle, on va parler d'événements sur BFM TV. On l'avait fait aussi pour Jean-Luc Mélenchon quelques jours plus bien tôt sûr, dans les mêmes ça. circonstances. Et je pense d'ailleurs que si Laurent, vous aviez eu Emmanuel Macron au moment, avant le premier tour, vous auriez fait une bande-annonce pour parler d'événements. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas un peu une banalisation de cette notion d'événement? Est-ce qu'on ne prend pas un petit peu tout pour un événement parce qu'on parle d'audience et qu'on parle de politique? Alors, je comprends ce que vous dites. Après, nous, on était très contents d'avoir la première interview de Jean-Luc Mélenchon après D'ailleurs, c'était dans l'entre-deux tours, la première interview après le premier tour, quand il a, pour la première fois, dit qu'il voulait être Premier ministre, qu'il a esquissé ce qu'il est en train de faire depuis. On a fait dans les mêmes circonstances Éric Zemmour après le second tour. Et oui, ce sont des événements parce que pour l'un comme pour l'autre, ce sont les premières interviews de deux figures qui ont marqué la campagne présidentielle et qui accordent leurs premiers entretiens. Donc c'est un événement. Après, quand je parlais d'événementaire, je parlais plus là de comment fonctionne une chaîne d'information et comment se construit l'audience sur une chaîne d'information par rapport à une chaîne généraliste puissante comme France 2 ou TF1. C'est-à-dire que quand je dis événement, c'est pas seulement se dire « Oh mon Dieu, tiens, ça va faire l'audience, donc on va le mettre ». C'est aussi que quand il se passe quelque chose dans le pays, et l'événement, ça peut être le Covid, ça peut être la guerre en Ukraine, ça peut être un meeting politique, ou ça peut être une catastrophe ferroviaire, ou la neige qui tombe massivement sur la région parisienne. Quand il se passe quelque chose, notre boulot, c'est d'être à la hauteur de l'attente. Et que quand il se passe quelque chose, c'est que les Français veulent avoir de l'information sur le moment. Évidemment, ils ont les 20h, évidemment, ils ont les matinales de radio, mais dans la journée, il faut qu'ils aient le réflexe de l'événement en allant chez nous. C'est ça qu'on essaie de faire, mais c'est comme ça qu'on construit notre audience. Une première interview, un événement, un scoop, que ce soit sur BFM ou chez nous, oui, c'est un événement, on le revendique. Ce qui est sûr, c'est que, et je ne sais pas si on l'a bien fait ou pas, mais cette campagne ayant été percutée par un immense événement historique qui est la la guerre en Ukraine, c'est ce qui peut-être aussi, c'est ce qui a peut-être amené certains, je ne dis pas toi, mais à relativiser ou à penser que nous étions un tout petit peu gourmands quand on parlait d'événements pour des événements strictement politiciens français. Évidemment, à côté de l'énormité de l'événement réel, historique qui se produisait, ça a pu parfois choquer. Mais j'ai l'impression quand même qu'on a réussi, parce qu'on a aussi traité cette guerre, et on continue à la traiter au quotidien de la façon la plus digne et massive qui soit, on a réussi à conjuguer les deux. Et puisqu'on parlait d'audience au sens de chiffres d'audience, il n'y a aucun doute là-dessus. Ces 3 derniers mois, l'événement aux yeux des Français, et on le voit dans les chiffres d'audience, ça doit être vrai pour les 20h, et c'est vrai pour les chaînes d'information, en tout cas pour la nôtre, et pour LCI et pour France Info. C'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine. Aux yeux des Français, l'événement, c'est l'Ukraine. C'est pas ce que dit tel candidat par rapport à tel candidat. Et nous l'avons vécu, nous, le 24 février, puisque le jour du déclenchement de la guerre, c'était un jeudi, donc c'était soir d'émission Élysée 2022. On a enlevé l'émission Élysée 2022, on a fait une émission Ukraine, mais qui intégrait des politiques. Et c'est évidemment l'émission qui a généré le plus d'audience, d'angoisse et d'intérêt des téléspectateurs. Et c'est rassurant. Ouais. Mais ils sont aussi bavards que des politiques, c'est terrible.
Bonjour, Amaury Drochegon de Stratégie et RFI. J'ai deux questions, en fait, mais qui se rejoignent un peu. D'une part, pour rebondir à ce qui a été dit. Je me souviens quand même qu'en septembre dernier, il y avait un sondage Louis Harris Challenge, je crois, qui disait que les préoccupations des Français, c'était le pouvoir d'achat, et qu'en 8e et 11e position arrivait l'immigration et l'islam. Qu'est-ce qu'on voyait en septembre? On voyait sur tous les écrans Éric Zemmour, le début de la campagne, et il y avait même une façon de hiérarchiser les sujets qui était d'abord la sécurité, d'abord l'immigration. Je me souviens d'une émission, alors je crois que c'était sur BFM TV, où c'était vraiment patent. Donc cette notion même de préoccupation des Français, telle que les sondages les disaient, n'était pas du tout répercutée par les journalistes à ce moment-là. Donc est-ce qu'il n'y a pas une petite remise en cause de ce côté-là? Et puis la deuxième chose, c'est, si j'allais dire, c'est à l'autre bout de la séquence, quand on arrive, où là le pouvoir d'achat s'est invité quand même dans la campagne, et Marine Le Pen d'ailleurs, vous l'avez dit, a bien compris l'intérêt qu'il y avait attiré ce filon-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu, de la part des journalistes et des médias, suffisamment porté la question de l'urgence climatique, dont on sait aujourd'hui que ça peut s'analyser sous différents angles, le logement, les migrations, l'emploi, les inégalités. Enfin, il y a quantité de choses à dire incroyables sur l'urgence climatique, et ça n'a quand même pas été globalement présent dans la campagne présidentielle. Laurent. Alors bon, je ne vais pas jouer au jeu des comparaisons ou ressortir les archives, mais au mois de septembre, les chaînes et la chaîne France Info, si on parle de chaîne d'information, ne passaient pas ces journées à parler d'Éric Zemmour. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, on me reprochait de ne pas l'inviter. Donc je peux pas assumer les deux, hein, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'on a, certes très imparfaitement, mais toujours essayé de coller aux préoccupations des Français. Quand on a fait notre première émission Élysée 2022, on a consacré une bonne partie de l'émission aux questions de pouvoir d'achat. Et il se trouve que j'ai pas fait exprès, Francis était dans l'émission, il a passé 2 jours avec les Français et on a parlé du remplissage des cuves de fioul en septembre. Effectivement, bon voilà, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Bon, premièrement, sur l'urgence climatique, vous avez raison. On a aujourd'hui collectivement dans les médias et rédaction par rédaction un degré d'appropriation de ces sujets, d'expertise sur ces sujets qui est insuffisant. Je pense qu'on peut le dire, tous médias confondus, France Télévisions, BFM, tout le monde, privé, public, pas de sujet là-dessus. Chacun parle pour chez soi. Non, mais je le dis, la montée en puissance, en compétence, en angoisse du public sur ces questions n'est pas suffisamment aujourd'hui prise en compte par les rédactions. On y travaille, c'est long, c'est lent, mais on est très, très, très largement perfectible sur ces questions. Alors, on en fait quand même. On en fait peut-être moins sur nos antennes télé. Ce qu'on a fait, nous, et on a fait ce choix parce que, pour le coup, pour des raisons d'organisation et puis des raisons d'appropriation, des raisons générationnelles aussi, nos équipes numériques sont très préoccupées sur ces questions et ont acquis un degré d'expertise journalistique au sein de France Télévisions et sur franceinfo.fr en particulier, très important. Et donc, on a fait énormément de sujets là-dessus. On a questionné les Français, on a questionné les politiques et ça a trouvé un débouché majoritaire sur franceinfo.fr et pas suffisamment dans nos éditions et dans nos émissions politiques, même si on a organisé des face-à-face entre Hugo Clément et des politiques. On a fait, entre guillemets, ce qu'on a pu, mais pas assez par rapport à ce qu'est cette préoccupation aujourd'hui et quotidienne. Et Amaury, vous avez raison, quotidienne, concrète, et qui embrasse finalement beaucoup de sujets au travers de la question climatique. Donc c'est un mea culpa green réel et sur lequel on travaille. Pas trop de numérique, hein, ça pollue aussi. Hein. Non, simplement juste pour juste une remarque. Vous avez raison, c'est pas assez et tous les médias ne le font peut-être pas assez. Juste pour souligner quand même par rapport à votre force de frappe. Comparativement, il y a quand même beaucoup de médias qui sont lancés récemment et qui sont plus alternatifs. Je pense aux médias Le Vert, je pense à Basta, je pense à Reporter, je pense à des médias qui se sont lancés sur ces questions-là et qui trouvent leur audience. Et c'est vrai que ça pourrait peut-être infuser dans des médias avec des forces de frappe beaucoup plus importantes. Sur des supports numériques qui polluent, je le précise encore. Philippe. Pas que. Puisque vous parliez de BFM, je vais répondre sur cette question-là. Et c'est vrai que on a abordé les questions de sécurité et migration, mais on a abordé au moins autant, dès septembre, les questions de pouvoir d'achat. Et je me souviens notamment, par exemple, puisque à l'époque d'une interview avec Éric Zemmour, où sur le pouvoir d'achat, il répond en gros « je ne suis pas là pour être Premier ministre ou ministre des Finances », et il utilise même une expression qui s'est révélée être
pas très habile politiquement, il a parlé il dit je suis pas là en gros pour parler j'ai pas comme Marine Le Pen, il a utilisé le mot ghetto pour parler de l'électorat de Marine Le Pen en expliquant qu'elle parlait de pouvoir d'achat pour s'adresser à un ghetto. Bon, on a parlé de pouvoir d'achat à tous ces candidats-là en septembre. Et par exemple, en octobre, je crois, ou en novembre, je ne sais plus, on a fait des émissions spéciales en soirée sur le pouvoir d'achat, indépendamment de la campagne présidentielle. On avait invité des producteurs, on avait invité Bruno Le Maire. On a parlé de ces sujets, pas seulement dans les émissions politiques. On parle de pouvoir d'achat. Beaucoup, et on en a beaucoup parlé pendant la campagne. Merci. Le principe de la télévision, même si le débat est intéressant, c'est de rendre à l'heure. Donc merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Philippe Corbet, merci Cléa Chakraverty et merci Laurent Guimier. Les assises du journalisme, évidemment, ça continue. Il y a encore des débats ce soir, des rencontres. Et puis demain, Cléa, vous êtes aussi sur une autre table ronde. Tout à fait. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends, reprends le micro, Marie. Allez, direction l'Olympia. Soirée Afghanistan avec en première partie une création artistique avec des artistes afghans qui sont partis après la chute de Kaboul et qui vont donner un peu en avant-première une prestation artistique et puis derrière un débat avec des journalistes afghans réfugiés en France. Bravo.